Et vous allez m'en excuser, mais on tenait à vraiment présenter quelques résultats, parce qu'on voulait vraiment profiter que certains d'entre vous qui ont répondu à ce questionnaire soient là avec une petite synthèse rapide de ce que nous avons trouvé dans les questionnaires qu'on vous a envoyés, que vous avez eu l'amabilité de remplir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tenu à l'occasion de ces rencontres soft skills de faire un petit état des lieux. L'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, et finalement, quelles sont les principales, principales contraintes, difficultés que nous tous, on a vécu lors de cette première mise en œuvre donc des soft skills. Mais également, partager, identifier et partager les différentes pratiques identifiées. Alors, tout d'abord, nous avons, le modus operandi de cet état des lieux était d'envoyer 2 questionnaires. Le premier destiné à la présidence, donc rempli par les vice-présidents chargés de la pédagogie, de l'éducation vivante. Il a porté sur 4 principaux points: l'organisation, les moyens, infrastructures et ressources, quelles sont les difficultés et contraintes et les recommandations qu'ils peuvent nous faire. Et puis, voilà, nous avons reçu 11 questionnaires sur 12. Et le deuxième questionnaire, nous l'avons envoyé à tous les établissements donc relevant des universités. Nous avons, et donc le questionnaire portait sur 5 principaux items, 6, organisation, l'environnement et les ressources pédagogiques, les modalités d'enseignement et d'évaluation, les résultats des contrôles de connaissances pour avoir une idée sur les acquis, comment ils sont perçus par ceux qui vont répondre au questionnaire, les difficultés et quelques recommandations. Nous avons reçu 66 questionnaires, ce qui est normalement une bonne base. Alors, il s'agit vraiment d'un déploiement vraiment très descriptif pour un moment, parce qu'on n'a pas trouvé le temps de vraiment travailler. On a travaillé que entre hier soir et ce matin, et je remercie vraiment M. Jérémy qui était dédié depuis tout à l'heure. Les principaux résultats, encore une fois, on est vraiment sur des fiches très descriptifs. Donc, existe-t-il sur l'organisation, existe-t-il une structure de coordination au niveau de la présidence, au niveau des universités? Oui, dans toutes les universités aujourd'hui, en tout cas sur les 12, mais je sais que la 12e a également une structure. Alors, la majorité des universités appellent ça donc un pôle des affaires académiques et studentiles, donc c'est relié au pôle affaires académiques et studentiles. Quelques-uns l'ont appelé, l'ont rattaché au centre d'innovation pédagogique, d'autres à une cellule ad hoc, donc spécifique, nommée cellule soft skills, et une université pour le moment, en attendant de voir un peu l'organisation, l'ont rattaché à quelque chose qu'ils vont appeler pour le moment le département soft skills. À ne pas mélanger avec le département soft skills au niveau des différents établissements. Alors, en moyenne, 5 personnes dédiées, ça varie quand même entre 2 et 10 personnes. Ça dépend, alors en regardant les universités, ça dépend clairement de la taille de l'université et de son histoire. Est-ce que c'est une ancienne université ou pas? On a vraiment une équipe plus dédiée, avec une équipe plus étoffée. Cette structure, pour le moment, assure tout ce qui est encadrement et formation. Nous allons voir tout à l'heure le détail des formations qui ont été réalisées jusque-là. L'accompagnement, le partage des contenus, le suivi des étapes d'avancement des étudiants, le soutien technique, notamment, ça va avoir beaucoup ce fameux soutien technique, et puis la scénarisation et l'aide à la scénarisation des modules. Alors, les principales difficultés et contraintes, donc on peut vraiment les catégoriser ou les regrouper dans plusieurs catégories. Tout d'abord, tout ce qui relève de la coordination. Toutes les, une bonne proportion donc, des universités questionnées, donc on relève cette difficulté de coordination entre les différents établissements. C'est quelque chose de pas évident. Quelques idées nous ont été données, on va les partager avec vous tout à l'heure. Le soutien technique insuffisant, ça a été dit depuis ce matin. L'encadrement limité à cause de la masse, un nombre important des étudiants, donc ça a été aussi, en tout cas, souligné. Et puis, nous avons un bloc important également en termes de contraintes lié à la plateforme elle-même. C'est vraiment d'ordre technique, l'accès à la plateforme, l'usage de la plateforme, les fonctionnalités ouvertes aux enseignants,
d'ailleurs qui demandent à ce qu'on leur donne une plus grande marge de manœuvre sur la plateforme pour réclamer, évaluer, certifier, ainsi de suite. Aussi, toujours du côté donc, des encadrants et des profs, un besoin de formation énorme qui a été recensé, un usage limité au concret de la plateforme et les difficultés de suivi qui sont inhérentes au mode d'enseignement à 75% en ligne. Alors, enfin, tout un bloc lié à des difficultés provenant des étudiants, d'accord? Et là, donc, on a tout d'abord les problématiques de langue, ça a été relevé ce matin, les modules, ça revient assez souvent, on demande à ce que ça soit fait en arabe et en anglais également, pas uniquement en français. La langue rend difficile donc l'apprentissage de ces modules. L'absentéisme et l'espèce de désengagement des étudiants, donc ça aussi c'est revenu beaucoup, en tout cas pour tous les questionnaires. Difficultés liées à l'accès à la plateforme par les étudiants cette fois-ci, et puis un contenu jugé trop chargé pour les étudiants, inadapté, comme ça a été souligné par plusieurs d'entre vous, donc inadaptation du contenu. En termes de recommandations, donc sans la surprise, c'est lié aux contraintes et difficultés vécues. Alors, tout d'abord, revoir les contenus en termes linguistiques, homogénéiser le référentiel écrit, vraiment un référentiel aujourd'hui, la logistique et les équipements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'équiper en salle informatique, mais également recruter des formateurs, mais également des formateurs de formateurs qui puissent former les enseignants, etc. Mais nous avons également eu quelque chose de très intéressant, c'est de sensibiliser les étudiants. Parce que c'est vrai que beaucoup, en tout cas des retours, ont insisté sur le fait que les étudiants, finalement, ils se sont vus embarquer dans toute cette expérience, cette aventure, mais il aurait fallu peut-être avoir un moment pédagogique où on expliquait un peu ce qu'on attendait des étudiants, pourquoi on faisait ça, etc. Donc sensibiliser et informer les étudiants au préalable et également mettre l'accent sur l'auto-apprentissage parce qu'on était vraiment, en tout cas, ça a été perçu comme ça par les personnes qui ont rempli le questionnaire, on était vraiment sur un format d'apprentissage qui va solliciter beaucoup d'auto-apprentissage, il y a beaucoup de travail à faire soi-même, et donc il faut absolument qu'on prépare les étudiants à cette forme d'apprentissage. Alors, en termes de bonnes pratiques identifiées, donc on a demandé, c'était un questionnaire pas très simple, je remercie vraiment toutes les personnes qui l'ont rempli, parce qu'elles étaient généreuses. Et donc en bonne pratique, on a relevé un certain nombre de choses intéressantes, notamment la mise en place de points foraux au niveau des établissements. Ça va rejoindre un peu les départements, etc. Mais d'avoir une personne qui va assurer la coordination, ça va faciliter en tout cas la coordination pour les universités qui l'ont fait. L'homogénéisation des contenus et des ressources, notamment par la création de banques de questions, notamment sur la partie évaluation. Ça, c'est revenu beaucoup, la banque, en termes d'évaluation, d'avoir vraiment disposé d'une banque de questions. Les questions qui ont été déjà testées, etc., et qui sont bien rodées, et d'aller vraiment sur une banque qui avoisine les 1000 questions. On avait vraiment eu ce genre de détails. Des ateliers, des séminaires qui ont été organisés et qui ont permis de partager des expériences. Et donc ça, c'est une bonne pratique à garder. À l'image de cette journée d'aujourd'hui, les rencontres soft skills, en avoir une peut-être chaque année et puis les dupliquer au niveau des différents établissements, enfin des universités, c'est quelque chose qu'on a vu, en tout cas, que beaucoup d'universités ont félicité. Et puis l'implication des clubs, des entreprises, des parties prenantes, tout à l'heure, vous l'avez dit, ça a été c'est quelque chose qu'on a repéré qui a été fait par certaines universités et les rendus et les retours étaient vraiment très positifs. Et donc c'est quelque chose à aussi à consolider. Et puis, dernière chose très importante, c'est de rattacher tout ça à la science et à la recherche. Parce que nous organisons des événements scientifiques, des conférences, des colloques, etc., où on peut échanger d'une manière vraiment scientifique sur comment apprendre les soft skills, les enseigner, etc., les retours. Et ça, c'est quelque chose qui va faire d'une pierre deux coups, partager les expériences d'une manière scientifique, mais également motiver et développer les compétences des enseignants également à travers une recherche. Donc voilà un peu
des retours sur le premier questionnaire donc, destiné à la présidence. En ce qui concerne le second, nous avons envoyé, qui est beaucoup plus détaillé aux établissements, donc nous avons reçu 66 réponses. Alors, on a bien sûr eu tous les établissements. 83 des établissements, on leur avait posé la question s'ils disposaient d'un département module transversaux. Ils en disposent à 83%. Bravo à Achel et à Laura, on était stupéfaits parce que sur beaucoup de questions, ils se dénotent. Et chaque confirme, très bien. Et voilà. Et donc, pour l'encadrement pédagogique, la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même sur 45% de l'encadrement pédagogique qui est fait par les permanents, donc les enseignants permanents, et 20% assurés par des doctorants. Donc, c'est une moyenne. Voilà, le reste, c'est les vacataires en grande partie et très peu de professionnels. D'accord, coach, certifié, et ainsi de suite. Alors, tutorat, existe-t-il du tutorat? Oui, dans 43% des établissements, en tout cas interrogés. Alors, modalité de ce tutorat, présentiel en ligne, assuré par les enseignants, les étudiants pairs, doctorants et mastérants. Très intéressant. Contraintes soulevées, donc plusieurs. Donc, nous avons détaillé tout ça, bien sûr, dans la présentation finale et également dans le rapport que nous allons faire et le rendu final du ministère. Mais ce qu'on peut garder vraiment, c'est charge horaire élevée pour les enseignants, parce que le tutorat est très élevé pour l'avoir fait dans une autre vie. Manque de personnel spécialisé, difficulté d'évaluer le travail à distance, ça c'est quelque chose que j'ai vu. Encore absentéisme des étudiants et engagement difficile des étudiants, notamment sur la modalité distancielle. Autant le présentiel, on arrive à les engager, mais le distanciel, ça reste un peu compliqué. Durée des enseignements courte, ce qui ne permet pas d'avoir assez de temps pour des enseignements pratiques. D'ailleurs, il y a quelque chose qui revient beaucoup. On insiste beaucoup sur le fait que ces enseignements particuliers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne doivent surtout pas être théoriques, avec un cours, etc., mais surtout avec des études de cas, avec de l'action, vraiment des projets, etc. Et les problématiques de langue qui ressortent également en ce qui concerne le tutorat. Donc voilà, langue, problème linguistique, oubliez toujours. Et puis, pour revenir à ce taux d'absentéisme, il est en moyenne de 45%, d'accord, c'est assez important. Mais, en tant que professeur, pour l'évaluation en moyenne, les soft skills, donc la note moyenne est de 11,8. Alors, ça peut rassurer certains réticents qui trouvent qui ont cette peur que les soft skills soient surnotés et que ça camoufle un peu les disciplinaires. La note moyenne est quand même de 11,8 avec une variable entre 4 et 6, 16. Donc voilà, donc ça peut. Une moyenne, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, les acquis, en tout cas, le niveau perçu des compétences acquises par ceux qui ont rempli le questionnaire, bien, très bien, cumulé, donc ça nous donne à 50%. Mais les contraintes, encore une fois, soulevées, difficulté d'accès à la plateforme Moodle, familiarisation avec le mode d'enseignement en ligne, donc la difficulté notée pour les étudiants de se familiariser avec le mode d'enseignement en ligne, besoin d'ateliers pratiques, de TD, de visites, donc tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Les modalités d'enseignement et d'évaluation en déphasage avec les modalités d'apprentissage. Donc ça aussi, donc, les gens estiment qu'il y a vraiment un décalage aujourd'hui entre l'évaluation et les modalités d'apprentissage. L'absentéisme qui est beaucoup aussi, notamment et surtout en distanciel. Alors, globalement, 50% des établissements ont développé des interactions entre ces modules-là et d'autres structures d'activité, puisqu'on a posé cette question, on a pu voir, est-ce qu'il y a eu une espèce de synergie qui a été créée. 50% en tout cas ont déjà fait appel à des clubs d'étudiants, des centres e-learning, la Wave Center, etc., les alumni, les anciens diplômés, de très belles en tout cas bonnes pratiques à noter et à réfléchir justement de comment on peut capitaliser sur toutes ces possibilités de synergie pour qu'on puisse tous, et d'ailleurs on va le voir demain avec Madame Ali et Stéphanie, sur la valorisation des activités parallèles-universitaires, parce que ça nous change vraiment. Alors, en termes de formation des enseignants, il y a déjà des formations
réalisés, notamment sur tout ce qui est ingénierie pédagogique, le e-learning, le enseignement, la scénarisation. Il y a un important besoin de formation sur plusieurs, donc ça c'est une liste que nous avons communiquée bien sûr aux établissements du ministère, sur la scénarisation encore, sur l'évaluation. L'évaluation est beaucoup revenue, l'évaluation hybride des compétences, sur la didactique, sur le e-learning, sur aussi tout ce qui est de coaching et de mentorat, etc. Donc voilà un peu une petite liste de ce que les personnes jugent intéressant, sur lesquelles on peut travailler en termes de formation. L'engagement des étudiants, malgré les taux d'absentéisme, reste, les personnes en tout cas interviewées ou interrogées trouvent que les étudiants étaient impliqués, motivés, mais l'hétérogénéité des niveaux, que ce soit l'hétérogénéité en termes de maîtrise de l'outil informatique, que la maîtrise de la langue a fait qu'il y avait, voilà, que ce n'était pas très simple pour certains vraiment d'être engagés. Donc il va falloir vraiment qu'on fasse un effort pour, en tout cas, être sûr que tout le monde est dedans, tout le monde bénéficie de tout ce dispositif de la même manière. On ne peut pas créer justement des frustrations et garantir un engagement, parce que c'est clair, quand ça ne va pas, la forme, j'arrive pas, etc., donc je laisse tomber, il n'y a pas le prof qui va me booster, etc. Ça, c'est vraiment un auto-apprentissage, et donc c'est le point qui est vraiment très challengeant, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure monsieur le professeur sur le maillon étudiant, à vraiment voir de son côté comment il vit tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter son adaptation. Alors, les contraintes diverses et variées, l'effectif élevé, l'hétérogénéité des étudiants, comme on vient de le dire, en termes de niveau de compétences linguistiques et numériques, l'équipement informatique pour les étudiants. Donc, beaucoup ont demandé à ce qu'on équipe les étudiants de tablettes, de matériel et de connexion, etc. Donc, insuffisant pour l'enseignement, donc ça aussi c'est beaucoup revenu. Et puis, le point dont vous avez parlé tout à l'heure, madame, sur le handicap. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment ne laisser personne derrière, pour inclure tous les étudiants avec les différents handicaps, et puis le présentiel qui est en tout cas jugé par les personnes interviewées comme insuffisant. Beaucoup d'attentes et de contraintes sur l'évaluation. D'accord? Nous avons tout un bloc sur l'évaluation, problématiques techniques d'évaluation des bugs, des tests invalides, etc. Il y a une vraie problématique technique sur l'évaluation, mais également en termes de moyens pédagogiques qui sont tout ce qui a été remarqué, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'absentéisme, il n'est pas uniquement en termes de cours, mais également au niveau des évaluations. Donc il y a un grand taux d'absentéisme même au moment de l'évaluation. Alors, on va sauter. Alors, en termes d'acquis, donc on a tenu quand même aussi, on ne l'a pas encore fait autrement. Généralement, on juge que l'acquis sur le premier module LTU a été intéressant, notamment sur l'autonomie, l'esprit critique, l'esprit d'initiative, la communication, la méthodologie. Et parmi les bonnes pratiques, rien que sur ce module, par exemple, qu'on a repéré, identifié, la création de cellules de sensibilisation et d'accompagnement des étudiants. Ce n'est pas ce point, je crois qu'il faut absolument qu'on s'y attelle, parce qu'il faut vraiment préparer les étudiants avant leur immersion dans tout cet outillage, gestion des réclamations. Je passe un peu de certains points techniques, en tout cas, qu'on va détailler pour le rapport. Alors, en termes de recommandations, beaucoup de choses qu'on a relevées, mais ce qu'on a principalement relevé, qu'on trouvait vraiment intéressant, c'est l'idée de plateforme collaborative. C'est vraiment collaborative, c'est quelque chose qui a émergé des différentes questionnaires présidence et également établissement, pour pouvoir mutualiser les bonnes pratiques, etc., pour qu'on ait tous, professeurs, coordinateurs, administratifs, etc., un lieu de refuge où on peut trouver des ressources, un avis, etc. Donc là, je crois que la plateforme collaborative, c'est quelque chose vraiment à cogiter, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, un cadre méthodologique, un référentiel commun sur lequel on peut se baser, un référentiel de compétences et de compétences. Alors, on avait posé aussi des questions sur le para-universitaire, qui était une autre composante des deux questionnaires d'ailleurs. Alors, il existe des structures pour les activités para-universitaires chez 32% des établissements
structural, les care centers, les cellules, les bureaux spécifiques, etc. Donc, il y a vraiment une hétérogénéité voilà, dans les universités en termes de structures dédiées. Nous avons aussi, dans la présidence, voilà, mais ça c'est pour les établissements. Voilà. Au niveau de la présidence, nous avons beaucoup d'universités, 5 sur 11 précisément, qui attachent tout ce qui est para-universitaire à ce qu'on appelle la vie estudiantine et vie étudiante voilà, culturelle, ce qui est très logique aussi, mais d'autres qui ont choisi, qui n'ont pas encore désigné quelqu'un. Donc voilà, c'est encore vraiment à l'état embryonnaire en termes d'organisation. Pour la valorisation, dont on avait demandé aux établissements comment vous faites pour le moment pour valoriser ces activités, on a une pléthore de possibilités, les trophées, les prix d'excellence, les attestations. Nous avons également l'attribution de crédits supplémentaires, notamment à travers le supplément de diplôme inscrit. Donc ce n'est pas un crédit qui remplace, mais c'est un bonus, d'accord, qui va donc être visible sur le supplément au diplôme. Quelques recommandations, notamment promouvoir ces activités, avoir des structures adaptées, professionnelles, avoir plus de moyens dédiés, donc ça c'est récurrent. Voilà. Et pour synthétiser, donc on a essayé de synthétiser toutes les recommandations, parce qu'on en avait pas mal, mais ça n'avait pas suffisamment de temps. Donc on a essayé un peu de les catégoriser. Tout d'abord, motivation, sensibilisation, ça c'est un point qui est très important, aussi bien pour les étudiants que pour les professeurs. Et vraiment de prendre le temps d'expliquer tout ce dispositif, et aussi bien pour les enseignants, bien sûr les inclure, et puis également pour les étudiants, pour les préparer à tout ce qui les attend en termes d'apprentissage, d'évaluation et d'auto-apprentissage. Alors, il serait intéressant dans ce sens également de penser à une enquête de satisfaction auprès des étudiants, donc ça c'est très important. Et ça rejoint le point qui a été relevé tout à l'heure par monsieur le professeur. C'est très important parce qu'il faut les impliquer aujourd'hui. Quelques-uns sont désengagés et donc le fait de leur poser la question, d'avoir leur avis, ça peut également être une bonne stratégie si vous les appliquer. Les méthodes d'évaluation, ça aussi il va falloir faire tout un travail. Et peut-être ne pas avoir une seule méthode, mais une diversité de méthodes. Nous l'avons dit tout à l'heure, lors de tous les échanges que nous avons eus, c'est très difficile d'avoir quelque chose de très standardisé, homogénéisé, mais standardisé, c'est très difficile d'avoir un seul moyen de l'évaluation. Les modes d'enseignement également, il faut les diversifier et insister beaucoup sur tout ce qui est pratique, les études de cas, les jeux de rôle, les mises en situation, les project-based learning, etc. Donc il faut vraiment utiliser tout ce panel de modes d'enseignement. C'est inhérent à la nature, en tout cas des compétences que nous souhaitons que les étudiants puissent acquérir. Beaucoup d'attentes, en tout cas sur les moyens, que ce soit en termes de ressources humaines, en infrastructure, en formation, en support technique, etc. aussi bien pour les étudiants que pour les profs. C'est normal, on vient au début, donc voilà. Et puis les contenus à travailler et surtout les revoir parce que tous, en tout cas, ont jugé que c'était très chargé pour le temps qu'on avait. Le semestre passe très vite et donc tout le monde a trouvé que c'était vraiment très chargé, que ce soit le TP ou ce qui était disponible sur la plateforme, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être revoir le contenu en essayant de trouver un bon équilibre entre ce que nous souhaitons donner, toujours dans une logique de quelles compétences à acquérir, et puis une coordination efficace. Pas facile, nous faisons au niveau du bureau la coordination, donc c'est pas toujours facile entre les enseignants, les professionnels, donc les différentes parties prenantes. Cartographie aujourd'hui, les parties prenantes, c'est très important. Et puis également en interne entre les établissements, mais dans le même établissement également. Nous avons quelque chose qui s'appelle l'équipe pédagogique, c'est très important. Et aujourd'hui, sur une question de pédagogie. Et voilà, donc on a essayé un peu, désolé parce qu'on a fait un peu à la va-vite, on a tenu quand même à ce que vous ayez un petit rendu quand même rapide de ces questions-là que vous avez eu la majorité de remplir. Et